Histoire du jour, un chantier bloqué par des riverains parce qu'ils exigent que les jeunes du quartier soient embauchés pour les travaux. Cela se passe à Marseille et ils sont peut-être en train d'obtenir gain de cause. Sur place, Isabelle Stess, Benoît Jourdan. C'est un projet immobilier d'envergure qui se déroule sous leurs yeux. Face à leur cité, la construction de 600 logements. Depuis hier, les grues sont à l'arrêt. Les habitants bloquent l'accès au chantier. C'est inadmissible de travailler au nez des personnes qui sont au chômage. Il y a 75% de la population du parc Bellevue qui est chômeur. Moi, je suis diplômé en gros œuvre et ça fait 6 mois que je suis à la recherche d'un travail sur les chantiers. Je visite constamment les chantiers. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous a pas embauché? Non, du tout. Pourtant, je suis à même pas 200 mètres. Je suis à même pas 200 mètres, mais on m'a pas embauché rien. Les travaux ont démarré en octobre dernier dans ce quartier populaire de Marseille. Un chantier de rénovation urbaine qui prévoit ici de réserver 20% des heures travaillées aux habitants des zones sensibles. Karim a 7 ans d'expérience dans le bâtiment. Quand je descends chez moi, je vois des tractopelles, des grues, des compagnies et que moi je suis là, j'ai pas de boulot, on m'envoie en boîte d'intérim et que je pose des CV et que j'attends, que j'ai pas de réponse, j'ai aucun retour dans ma boîte mail. J'ai une boîte mail, j'ai aucun retour. Il y a aucun retour. J'ai un téléphone, ils sonnent jamais. C'est pas normal. Sur ce chantier, le promoteur immobilier estime pourtant être allé bien au-delà de ses obligations réglementaires en multipliant par 4 les heures travaillées en faveur de l'insertion. Aujourd'hui, il y a 50 personnes qui travaillent sur ce site. À terme, quand on sera en pleine production, les gens de Vinci m'indiquent qu'on aura environ 180 à 200 personnes sur site. Et en proportion, nous aurons effectivement environ une quinzaine de personnes qui vont avoir du travail grâce à ce chantier sur place. Le promoteur se dit prêt ce soir à discuter avec les habitants du quartier. Un témoignage maintenant, un témoignage surprenant et poignant, celui d'un homme mal né comme il le dit lui-même. Il s'agit du célèbre dessinateur Philippe Druyet. Dans un récit autobiographique, il révèle ses origines familiales. Son père était l'un des principaux artisans de la collaboration, compagnon de route de Jacques Doriot ou de Joseph Darnan. Une histoire que l'auteur de bande dessinée avait toujours gardée pour lui. Florence Griffon, Frédéric Faure. Philippe Druyet a marqué l'histoire de la BD française dans les années 70, avec son univers de science-fiction et son héros aux yeux rouges, Sloan. Pourtant, c'est une autre histoire qui le hante depuis sa naissance. Son prénom, Philippe, a été choisi par ses parents en hommage à Philippe Henriot, chargé de la propagande par le régime de Vichy, un ministre ami de la famille. Votre père, il connaissait personnellement Philippe Henriot ? Ils se connaissaient tous, bien sûr, c'était la même bande de voyous, ils se connaissaient tous. Druyet, un fils de collabo, c'est ce qu'il dévoile dans son dernier livre. Le voici son père, Victor Druyet. Fasciste convaincu, il a d'abord fait la guerre d'Espagne aux côtés des franquistes. Ensuite, il est policier aux ordres de Vichy, un fonctionnaire zélé. Il chassait les communistes, il traquait les juifs, il traquait les résistants, qu'on appelait les terroristes, bien entendu, et il était actif. Mais c'est un homme qui s'est trompé de camp, mais qui était sûr qu'il avait raison. Puis, c'est la milice du Gers que Victor Druyet dirige avec sa femme, Denise. Quand le régime de Vichy s'effondre en septembre 1944, il s'enfuit avec un bon millier de collabos au château de Sigmaringen en Allemagne. Là, le petit Philippe, 2 mois à peine, est gravement malade. Il est sauvé par un médecin, célèbre écrivain, Louis-Ferdinand Céline. J'ai les lettres où Céline demande à mon père et à ma mère comment va le petit Philippe. C'est quand même fabuleux, non? C'est quand même extraordinaire. J'aurais pas fait que ce soit Balzac, ou Flaubert, mais c'était pas la même époque, ni la même pensée. À la Libération, Victor Druyet et sa femme sont condamnés à mort par contumace pour trahison. Peine jamais exécutée car ils se sont réfugiés en Espagne. On m'expliquait, surtout ma mère, que c'était une erreur dramatique. Qu'il s'était trompé et que c'était les mauvais qui avaient gagné. Quand Victor Druyet décède naturellement, Philippe a 7 ans. Il va croire à cette version de l'histoire jusqu'à ses 15 ans, l'époque de la rupture. Et puis un jour, à la Cinémathèque, je découvre des actualités de l'époque, sous l'occupation, et je vois le mensonge. C'est terrible. J'en parle à ma mère, mais qui m'insulte. Elle a raison, c'est moi qui ai tort. Et donc c'est la cassure définitive. Et ma mère m'a fait chier jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle n'a pas bougé. Elle est restée antisémite ? Ah elle est restée con, jusqu'au bout. Sa mère a brûlé de nombreux documents compromettants. Ce livre a été l'occasion pour lui de découvrir des détails sur le rôle joué par ses parents. Si j'accepte d'en parler, ce n'est pas de quitter de cœur.
Je le fais pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ont payé, pour rendre justice à ceux qui ont souffert. Son histoire, c'est finalement celle de ses BD. Le héros se bat contre son père et ne veut surtout pas devenir comme lui. Il ne veut pas. La santé est le dossier de cette édition. On connaissait la boulimie, on connaissait l'anorexie. Voici maintenant l'orthorexie. De quoi s'agit-il? D'un nouveau trouble du comportement alimentaire marqué par l'obsession de l'hygiène. Est-ce l'effet d'un principe de précaution mal compris, de l'écho donné au scandale alimentaire, ou est-ce lié au culte du corps et de la minceur? En tout cas, cette obsession se répand. Dossier signé Émilie Refait, Florian Lemoyle. Un esprit sain dans un corps sain. C'est un peu la devise de Marc Menant. À 65 ans, il pèse le même poids que quand il avait 18 ans, et c'est sa grande fierté. Travailler sur le corps, ça dégage l'esprit, ça permet d'être créatif, et ça permet d'être toujours dans cette tonicité, d'éviter les coups de fatigue dans la journée. Cet ancien journaliste fait partie des gens dits orthorexiques, obsédés par la nécessité de se nourrir sainement. Chaque matin, c'est le même rituel. D'abord, un verre d'argile. C'est de la petite argile qui a été broyée. Ça permet de purifier le foie. Ensuite, il absorbe quelques fruits secs pour leur vertu antioxydante, du pain complet et pour les vitamines, un jus de fruits maison, sans sucre ajouté. Le sucre blanc est l'un des éléments qui polluent le plus le corps, ça acidifie le corps. Et il n'y a pas que le sucre que Marc Menant considère comme un poison. Il ne mange plus non plus ni de viande, ni de produits laitiers, et il ne boit plus d'alcool. Je ne suis pas dans la privation, je suis dans le plaisir. Mais un plaisir qui est calculé, c'est-à-dire que j'essaie de savoir avant ce que je mange. Je ne suis pas un sac, c'est-à-dire qu'il y a des lois physiologiques. J'essaie de comprendre ces lois physiologiques pour être en osmose avec moi-même. Comme Marc Menant, un Français sur 5 serait orthorexique, un trouble souvent nié par les personnes concernées. Dans son cabinet, le docteur Apfeldorfer en reçoit régulièrement parmi ses patients. À partir du moment où ça devient obsessif, où on ne pense plus qu'à la nourriture et à la pureté, où on est à la recherche de l'aliment parfait, pour pouvoir soi-même être parfait et ne jamais mourir, on rentre dans un trouble anxieux. Et d'ailleurs, au niveau du traitement, on va prendre en charge les gens comme on prend en charge les hypocondriaques. Autre risque, la sociabilité. Quand on ne mange que des fruits, difficile d'aller dîner chez n'importe qui. Les orthorexiques ont donc tendance à se retrouver entre eux. Laurence Lejalu, la compagne de Marc Menant, partage ses convictions et son régime alimentaire. On savoure plus que les autres parce que pour le réveillon, on mange une mangue et ça dégouline. C'est tellement juteux, il y a du goût, c'est bon, c'est délicieux. Alors que de manger un foie gras comme tout le monde, moi j'éprouve pas du tout de plaisir. Seul entorse au régime de ces deux puristes, une fois de temps en temps, une crêpe avec un œuf ou du jambon, leur plat de fête à eux. En bref, celui-là ne finira sans doute pas dans notre assiette. Les pêcheurs japonais ont eu la surprise de ramener un spécimen de calamar géant dans leur filet, 8 mètres, 163 kilos. On reste près de la mer avec un site unique en Europe, les fameuses falaises d'Étretat. Regardez, mer turquoise et falaises ivoire, même si elles sont un peu ici à contre-jour. Et un paysage qui a inspiré les plus grands aussi. Visite guidée, Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Entre ciel et mer, les falaises d'Étretat défient le temps et les éléments depuis des milliers d'années. Un paysage fantastique que les hommes ont quasiment laissé intact. Au sommet d'une des falaises, seule Notre-Dame de la Garde culmine à 84 mètres d'altitude depuis 1856. Les Étretataires ont décidé de construire une chapelle qui sera dédiée aux marins puisque le village, avant d'être une station, était un village exclusivement de pêcheurs. Les pêcheurs, les premiers, ont colporté les légendes d'Étretat, comme celle du tunnel dans la falaise qu'on appelle le Trou à l'Homme. Un navire aurait coulé ici en 1792 sous les yeux des habitants. Lorsqu'ils viennent sur la plage pour recueillir les corps, ils vont découvrir un homme, là, dans la saillie du rocher. Et quand ils veulent le transporter pour le mettre avec ses compagnons, eh bien, il se réveille. C'est le seul rescapé du naufrage et c'est pour ça que ce tunnel s'appelle le Trou à l'Homme. Les falaises ont inspiré des légendes, elles ont aussi fasciné les peintres
par leurs couleurs changeantes, comme l'impressionniste Claude Monet. Il peint la Seine à différents moments de la journée, avec les couleurs qui diffèrent, qui sont plus chaudes, plus froides, etc. J'habite Étretat depuis une vingtaine d'années et vous vous promenez 10 fois, 20 fois dans la journée. À chaque fois, la mer, le ciel, tout change. Au début du XXe siècle, les peintres, les écrivains, les riches parisiens ont fait d'Étretat une station balnéaire à la mode. Symbole de la démesure de l'époque, la maison de la Salamandre. Un hôtel particulier démonté brique par brique, poutre par poutre en Basse-Normandie et remonté ici aux frais d'un propriétaire fortuné. Un peu à l'écart, une belle villa normande ouverte à la visite, c'est l'ancienne maison d'un écrivain célèbre. On se trouve dans le bureau de Maurice Leblanc, l'auteur des Arsène Lupin, qui a acheté la maison en 1918. L'auteur a écrit l'aventure la plus connue du gentleman cambrioleur en imaginant que l'aiguille rocheuse à la pointe des falaises est creuse. C'est là où serait caché le trésor des rois de France, accumulé depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Arsène Lupin. Aujourd'hui encore, certains touristes demandent parfois si l'on peut visiter l'intérieur du rocher. À Étretat, le soleil couchant efface la frontière entre la légende et la réalité.